Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle présentation qui parle du panorama des épidémies d'Ebola en République démocratique du Congo et les défis qui sont liés à la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola. J'ai fait cette présentation en demande de l'Association des étudiants du Japon qui ont organisé un webinaire sur le thème Parlons santé. Et dans ce thème, ils m'ont demandé de développer cette présentation. Voici donc le plan de ma présentation. Je parlerai d'un rappel bref sur le virus Ebola. Je parlerai des panoramas avant, ma voix est un peu enrouée, avant la 10e épidémie. Et puis je vais faire un visuel, un focus sur la 10e épidémie, le panorama d'après la 10e épidémie et l'épidémie actuelle. Je ne sais pas si c'est une épidémie de trop ou pas. Et la dernière question, est-ce Ebola une richesse ou un malheur? Je répondrai. Alors, la maladie à virus Ebola, pour le virus lui-même, qui est connu comme étant un filoviridé du genre Ebola virus, les détails sont dans mon cours sur Ebola. Et il y a 4 espèces qui infectent l'homme, notamment Kundibugyo, ici en orange, Ebola, Soudan et Thai Forest. Bombali et Reston, jusque-là, n'ont pas été associés aux infections chez les humains. Ce qu'il est important de savoir, c'est qu'il y a eu une quarantaine d'épidémies des maladies à virus Ebola, qui presque toutes se sont déclarées dans la zone tropicale. Et il y a les différentes souches, dont ceux qui sont associés à la mortalité, à l'infection humaine, notamment Ebola virus Zaïre, auto-Ebola zaïriense avec 40 à 90% de létalité. Ortho-Ebola virus soudanense, 40 à 60% de létalité. Ortho-Ebola bundibugyoense, 25 à 34% de létalité. Le virus, vous le connaissez avec tous les détails qu'il y a dans mon cours, je ne vais pas ici m'attarder. Les deux premières épidémies, l'épidémie de Yambuku en 1976 et puis l'épidémie de Tandala en 1977. Quel était le background? Voici une photo que j'ai prise dans ce blog du journal Le Monde, voilà, qui explique très bien l'historique des premières épidémies de la maladie à virus Ebola en Afrique. Et voici une photo aérienne de la cité de Yambuku. Ce sont les photos de l'île Conrad, d'accord? Et voici les images de l'industrie de coton d'Enzara dans l'actuel Sud-Soudan et une image des patients hospitalisés d'Ebola qui sont alités. Le premier cas d'Ebola à Yambuku en 1976 concernait un enseignant qui a été infecté par le virus et qui, en allant à l'hôpital de Yambuku, prenait un traitement antipaludéen par voie injectable. Dans les semaines qui ont suivi, d'autres personnes ont été infectées à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on utilisait les seringues pour les traitements injectables contre la malaria. Et comme il n'y avait pas assez de seringues, et à l'époque, le niveau de connaissance n'était pas assez élevé, les seringues étaient réutilisées pour d'autres patients. C'est ainsi qu'on pouvait, par exemple, à Yambuku, sortir simplement 5 seringues par jour. Et ces seringues étaient utilisées, réutilisées, rincées avec de l'eau chaude, de l'eau tiède selon les cas. Mais la décontamination sûrement n'était pas assez suffisante pour pouvoir détruire les virus. C'est ainsi qu'une théorie est née que quand vous allez à l'hôpital de Yambuku et que l'on vous injecte un médicament contre la malaria, vous développez cette fièvre hémorragique-là. Mais en fait, c'était la mauvaise PCI et hygiène de l'époque. En même temps, en Zara et Maridi au Sud-Soudan, il y a eu également cette épidémie, mais c'était parmi les prestataires ou alors les travailleurs de l'industrie de coton. Mais il est également reporté que dans les plafonds de cette cotonnerie, il y avait plein de chauves-souris insectivores qui étaient présents. Mais personne n'a fait de lien ou n'a prouvé que les chauves-souris étaient infectées. Mais l'épidémie a commencé évidemment dans cette cotonnière. Alors, voici la carte du Zaïre sur un ancien article où l'épidémie de Yambuku, d'accord, a commencé en août de 1976 et c'était la souche Zaïre ou Ortho-Ebola zaïriense actuellement. Cette épidémie a fait 318 cas avec 280 morts, donc
une fatalité ou a case fatality rate à 88%. Donc c'était très mortel. Quelques semaines auparavant, en Zara et à Maridi au Sud-Soudan, on avait également identifié un virus similaire. C'était le virus Ebola Soudan, mais la mortalité était moindre. Ce n'est que quand on fera les analyses de laboratoire, notamment les analyses immunologiques, qui prouveront qu'il y a une différence, d'accord, forte entre ces deux virus. Et donc c'était des virus différents. Celui-ci sera appelé Soudan, Ebola Soudan, et l'autre est Ebola Zaïre. Et une année après, 76 à Yamboukou, il y a Tandala. Tandala, c'est dans le nord-ouest de la RDC. Il y aura une épidémie, d'accord, d'Ebola Zaïre avec un seul cas qui était décédé, donc 100% de mortalité. Ce que j'ai aimé en consultant les archives, il y a ce rapport de l'OMS de 1978 où l'équipe présente les rapports d'investigation au fait de la fièvre hémorragique Ebola. Et ce rapport a connu la participation de plusieurs experts internationaux, dont le professeur Jean-Jacques Mouyembe, voilà, le découvreur de cette maladie avec son ami Peter Piot, mais également professeur David Heyman du CDC. Alors, ils ont très bien décrit les cas. Et en 1977, lors de cette épidémie de Tandala, où il n'y a qu'un seul cas, le docteur Heyman et ses collaborateurs ont décrit évidemment l'autre épidémie avec un seul cas chez cette fillette de 9 ans qui a développé les symptômes et qui est décédée. Quand on a prélevé, juste avant sa mort, les résultats, voilà, plus tard donneront ou montreront qu'il s'agissait d'Ebola, Ebola Zaïre. Cependant, il y a eu d'autres cas qui ont été associés à cette épidémie, mais ces cas, ce sont des cas probables puisqu'ils n'ont jamais été prélevés et donc on n'a aucun de leurs résultats et on ne pourra donc pas les dire clairement. C'est ainsi qu'on reconnaît ces seuls cas parce que celui-ci, il a eu une confirmation biologique. Ici, David Heyman a noté également qu'il y a un médecin qui avait travaillé lorsqu'on a fait la sérologie après l'épidémie. Il avait des anticorps fluorescents, des anticorps élevés, un titre important d'anticorps en immunofluorescence, en technique d'immunofluorescence. Et quand il raconte son histoire, on se rend compte qu'en 1972, soit 4 ans avant la découverte du virus Ebola, ces médecins avaient fait une autopsie d'un cas décédé pour fièvre jaune dans un tableau hémorragique, mais c'était fièvre jaune selon les données qui étaient là, et il avait fait les autopsies et plus tard il est tombé malade. Donc cette personne a développé la maladie, le virus Ebola en 1972, 4 ans avant la découverte, et on ne le savait pas. Et c'est rétrospectivement après 1977 qu'on découvrira évidemment qu'il avait ces anticorps à des titres assez suffisants pour convaincre qu'il avait fait la maladie. Ensuite, 19 ans de silence jusqu'à Kikwit. Kikwit, c'est dans l'ancien Grand Bandundu, à peu près dans la partie sud de la RDC, sud-ouest. Une agglomération urbaine d'à peu près 500 000 habitants en savane. Les 2 premières épidémies, y compris l'épidémie d'Enzara au Sud-Soudan, sont survenues en zone forestière. Du coup, c'est une maladie de la forêt dense. Et là, on est à Kikwit en 1995. Il ne s'agit pas du tout de la forêt dense, mais il s'agit de la savane dans une ville qui est peuplée. Et les diagnostics du laboratoire vont montrer qu'il s'agit d'ortho-Ebola zaïriense et donc Ebola Zaïre, avec une létalité toujours aussi élevée à 81%. La remarque la plus importante est que c'est au cours de cette épidémie que les éléments de riposte sous le format que l'on connaît actuellement ont été mis en place avec le leadership du professeur Jean-Jacques Mouyembe. Et donc le format de riposte que nous connaissons actuellement a été, est né au cours de cette épidémie. Et c'est également au cours de cette épidémie qu'il y a eu les premiers essais thérapeutiques concernant Ebola. On va les voir, et les premières expériences de suivi des guéris. Et donc, en termes de lutte, et c'est au courant de cette épidémie qu'il y a eu ce qu'on appelle le Comité international de coordination scientifique et technique, qui a créé plusieurs groupes de travail à l'époque. Un groupe pour la prise en charge avec l'isolement des patients,
un groupe pour la surveillance épidémiologique, pour détecter les cas et faire le suivi des contacts, un groupe d'hygiène et assainissement pour l'inhumation sécurisée, etc. Et ça s'est passé à Kikwit. L'expérience du prof Muyembe, il a vu des cas des maladies à virus Ebola. En 1995 à Kikwit, il a vu des gens qui mouraient, mais il a aussi vu les gens qui survivaient. En tant que scientifique virologue, il a compris que les gens qui survivaient devraient survivre grâce à quelque chose, qu'il ne savait pas quoi, mais il a pensé que cela était dans le sang et c'était juste. Et c'est ainsi qu'il a décidé donc de pouvoir transfuser afin d'administrer du sang des survivants, des convalescents Ebola aux personnes qui étaient encore dans la phase active de la maladie. Et il a fait son expérimentation sur 8 personnes, 7 ont été guéris, un seul est décédé. Bien évidemment, 1995, professeur Jean-Jacques Muyembe, un noir qui donne des choses très sophistiquées aux autres qui ne sont pas convaincus, beaucoup de critiques et finalement, on le décourage et il ne rapportera pas ça son expérience dans la rédaction médicale scientifique. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Comme les autres disent, justice de Dieu, il y en a. Il y a eu aussi une sorte de justice dans cette histoire, mais hélas, tenez, à peu près 20 ans plus tard. À Kikwit, c'est également la première épidémie urbaine où, évidemment, professeur Muyembe et ses collègues, le comité international de coordination scientifique et technique, vont mettre en place l'équipe de mobilisation et de sensibilisation. Ils vont former les sensibilisateurs, élaborer des messages et les diffuser en langue locale avec l'engagement communautaire. Ils vont également se lancer dans la collecte des fonds et puis les survivants vont subir le processus de réinsertion communautaire. Je partage ici la photo du professeur Muyembe avec des survivants qui doivent être réinsérés dans la communauté parce qu'ils étaient stigmatisés, ils ont porté le malheur, ils ont porté une maladie qui n'était pas connue dans la société. Évidemment, cela pose problème. Mais évidemment, j'ai mis cette photo de la sensibilisation avec le lance-voix pendant cette épidémie de Kikwit, ce qui valait tout son pesant d'or. Et la salutation au coude. Aujourd'hui, dans les épidémies à virus Ebola, nous nous saluons avec le coude pour ne pas nous toucher, nous tenir les paumes de main et nous infecter. Évidemment, on l'a introduite ici, encore une fois, c'est le professeur Muyembe. Et au courant de cette épidémie de Kikwit, la 3e épidémie de la RDC, voilà pourquoi vous voyez le signal rose ici avec le numéro 3 pour dire 3e. Les équipes d'hygiène et assainissement ont été mises en place. Ces équipes étaient chargées des désinfections, de l'approvisionnement en eau potable, du ramassage et l'inhumation des corps sécurisés. C'est ainsi que cette épidémie s'est terminée autour du mois d'août 1995. Et ensuite, à peu près encore 10 ans de silence jusqu'en 2005, 2006, 12 ans de silence, rien du tout, tout fonctionne normalement. Et soudain, en 2007, apparaît une épidémie de la maladie à virus Ebola de la souche Zaïre dans la région de Moueka, Ilebo, d'accord, à Luebo. Et cette épidémie fera 264 cas avec 187 décès, soit une létalité à 71%, 71%. Et une année plus tard, l'épidémie va récidiver dans la même région à peu près. Et cette fois-là, on aura 32 cas, mais avec une létalité à 47%. Quelle est la particularité de la 4e et de la 5e épidémie? Mais plus la 4e, parce que c'est pour la première fois que les scientifiques vont documenter le rôle des chauves-souris frugivores dans la survenue de cette épidémie. Comment? Dans cet article d'Éric Leroy avec professeur Muyembe et Pierre Fromanti, ils vont montrer le rôle de l'exposition directe aux chauves-souris frugivores en République démocratique du Congo, à Luebo, dans la survenue de cette épidémie. En fait, qu'est-ce qui va se passer? La réalité est que dans les investigations qui vont suivre pendant l'épidémie, la population locale va noter qu'il n'y avait pas du tout de morbidité, de mortalité parmi les animaux de la brousse, de la forêt, ni les animaux domestiques. Il n'y avait rien de décrit de pareil. Seulement qu'ils avaient noté quelques mois avant un déplacement massif des chauves-souris frugivores, d'accord? Nous sommes au Kasaï, au centre de la RDC, et au centre de la RDC et au niveau de la rivière Louloua. On a noté qu'il y avait des chauves-souris frugivores qui sont allés s'implanter sur les 2 îlots ici sur ma carte, que vous pouvez voir, les îlots de
voilà, Komulele et les îlots de Ndongo sur la rivière Lulua et dans des plantations qui étaient abandonnées, là où il y avait beaucoup de palmiers. Ils ont noté qu'il y avait ces mouvements. Et un peu plus tard, un petit commerce s'est installé. Les villageois voulaient se nourrir de la viande, et bien sûr de la viande des chauves-souris. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient chasser ces chauves-souris et finalement, après les avoir chassés, ils les mangeaient ou alors ils les achetaient au marché, ceux qui avaient été tués, et ils les consommaient. C'est ainsi que cet article documente que vers avril-mai 2007, les chauves-souris frugivores sont arrivés dans la région de Luebo. Et mi-mai, il y a des personnes qui vendaient ou qui consommaient la nourriture des chauves-souris. Un peu plus tard, quelqu'un aurait consommé une chauve-souris qui portait les virus. Et quelques semaines après, la maladie, il a développé la maladie et puis il l'a transmis à d'autres. C'est ainsi que l'épidémie a été introduite dans la communauté, suivie des infections interhumaines de manière continue. Donc on est passé d'un spillover, un passage, un franchissement de la barrière des espèces de la chauve-souris vers les humains, et ensuite les transmissions interhumaines qui ont réglé ou conduit toute l'épidémie jusqu'à sa fin en novembre 2007. Et l'épidémie de 2008, l'année d'après, finira en début d'année 2009. Après 2009, une accalmie un peu significative, d'à peu près 3 ou 4 ans où tout est calme. Et on aura finalement 4 épidémies qui vont survenir. La 6e, la 7e, la 8e et la 9e. C'est pour ça que je me pose la question, était-ce la transition vers l'explosion? On ne sait pas, mais peut-être. Regardez le décor. En août 2012, une épidémie est déclarée à Isiro, c'est dans la province du Haut-Uele, et c'est une épidémie au virus Ebola Bundibugyo. C'est un virus qui a été décrit lors de l'épidémie de 2007 en Ouganda. L'unique fois où il a été décrit. La deuxième fois, c'est en RDC, mais c'est la première fois où une épidémie arrive en RDC qui est non-Zaïre et qui est Bundibugyo. Cette épidémie fera 62 cas et donc 34 décès, donc une létalité à 55%. Ça, c'est en 2012. 2 ans après, en 2014, nous sommes à Boende, dans les centres de la RDC, en pleine forêt équatoriale. Boende Lokolia Djera. En août, une épidémie se déclare encore. Cette fois-là, c'est une épidémie à virus Ebola Zaïre, donc ortho-Ebola zaïriense, avec 69 cas et 49 décès, soit 71% de fatalité, donc des décès. Puis en 2017, entre mai et août, nous avons encore une épidémie. Cette fois-ci, c'est à Likati dans les Basuélés, toujours dans les confins de la forêt équatoriale. C'est une épidémie à Ebola Zaïre où au final, il n'y aura que 8 cas avec 4 décès, soit une létalité de 50%. Et en 2018, à Bikoro, à l'Équateur, parce que déjà à Likati, j'y étais, et à Bikoro en 2018, il y a encore une nouvelle épidémie aux abords du lac Tumba. Et ce serait une épidémie d'Ebola Zaïre avec 54 cas. L'épidémie avait atteint Bikoro, Itipo et Iboko, où il y avait eu beaucoup de cas. Mais cette épidémie n'a duré que 2 mois, et 2 mois et demi, tout était résolu, traité. Et il y a eu 33 décès et une fatalité à 61%. Mais bon, on ne savait pas que ces épidémies préparaient le lit, en fait, à une explosion. Et l'explosion va venir très vite. Qu'est-ce qui va se passer? C'est en 2018. Nous avons fini cette épidémie, je me rappelle encore, bon, je l'écrirai sûrement dans mon livre. À la fin de cette épidémie, on était avec un groupe des collègues de l'OMS, on a discuté où sera la prochaine épidémie. Et moi, j'ai répondu, on n'a jamais été au Kivu et au Katanga pour une épidémie, ça sera soit au Kivu, soit au Katanga. Je ne savais pas ce que je disais. Et c'est seulement moins de 2 semaines après que cela se manifestera comme étant une épidémie à l'est de la RDC. Alors, à l'est de la RDC, c'est la 10e épidémie. Il y a une particularité. Le contexte social et sécuritaire, il est différent. Retenez-le parce que pour l'actuelle épidémie, la 17e, celle de 2026, le background, le paysage sera le même. L'est de la RDC est connu comme étant une zone densément peuplée, avec une mobilité importante de la population. 1, à cause de la densité de la population, mais 2 aussi à cause de l'état des routes. Par rapport à toute la RDC, l'Est de la RDC montre des routes ou présente des routes
assez praticable par rapport, par exemple, à l'Équateur, au Kasaï, ce qui fait que la mobilité est très importante. Malheureusement, l'Est de la RDC est frappé par une insécurité chronique qui est liée à différents groupes armés que vous connaissez, les Maïmaï et les autres, avec différents variants, mais aussi des groupes terroristes tels que les ADF, ADF, NALU et autres, etc. Et c'est dans ce contexte que cette épidémie survient. Mais pas seulement ça, il y a un élément important. Il y a les élections générales de 2018, fin 2018, début 2019. Le président au pouvoir de l'époque, Joseph Kabila, pour ne pas le citer, devra laisser son pouvoir. Et il y a une élection qui est ouverte avec plusieurs candidats. Et les leaders s'invitent dans la campagne, chacun veut se faire élire, et il y a Ebola. Alors, les messages des leaders communautaires est généralement négatif contre la riposte, accusant les agents de la riposte de faire du commerce avec leur sang, de faire des affaires, de faire du business, de dire que la maladie n'existe pas, c'est une fabrication de l'ancien président ou du régime en place pour exterminer les populations, etc. Ce qui fait qu'il y a toutes sortes de rumeurs qui sont nourries, malheureusement aussi par des leaders religieux, et même, pas des leaders religieux, des leaders politiques surtout, voilà, qui se positionnent dans cette épidémie. Et ceci n'aide pas la riposte. La région Est de la RDC a aussi des traditions. Par exemple, leurs enterrements, ils le veulent de manière digne avec des cercueils. Mais il y a des pratiques d'enterrement traditionnelles où on manipule les corps. Et l'hygiène hospitalière en termes des soins, des établissements de soins de santé a toujours été faible dans plusieurs pays d'Afrique, y compris en RDC, à l'Est, ce n'est pas une exception. Et puis très peu de populations ou de personnes acceptent les enterrements dignes et sécurisés. La conséquence est que tout ceci plante un décor à la méfiance. La méfiance va se traduire par les actes de rejet, des contre-mesures ou des mesures de riposte qui seront mises en place. Le rejet laissera place un peu plus tard carrément à la violence contre les équipes de la riposte. Quelle est la conséquence logique de tout cela? L'épidémie va s'étendre dans le temps et dans l'espace. 2 ans d'épidémie sur 3 provinces Lituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu, avec plusieurs zones affectées et des endroits insécures, des endroits contrôlés par des groupes de rebelles et des endroits difficiles d'accès sur une population qui résiste, qui rejette la riposte et qui se mobilise, qui se déplace tout le temps. La conséquence, c'est la catastrophe. 2 ans de riposte sans terminer. Et j'ai partagé les images de cette épidémie où vous avez ici l'entrée des Maïmaï qui font leur entrée à poil, comme vous le voyez, dans la ville de Butembo. Ces images des attaques de notre équipe, dont j'étais dans le convoi par les ADF NALU en 2018 sur les tronçons Wicha et Eringeti, Luna. Voilà. Et puis nous avons la population qui se soulève contre les équipes de la riposte sur appel, sur ordre de certaines autorités, ou pas autorités, mais des acteurs politiques, pour dire que la riposte c'est du faux. Par conséquent, ici c'est le bureau du maire de la ville de Beni qui est incendié en 2019, les attaques contre les centres de traitement Ebola qui sont incendiés, qui sont détruits, les caillassages des véhicules de la riposte, les attaques des Nations Unies. À cela s'ajoute l'insécurité chronique, massacre des populations civiles à Beni, représailles protestation de la population contre les forces armées, la MONUSCO qui est censée ramener de l'ordre et qui ne se fait pas, les attaques des ADF NALU et la réplique de l'armée. Bref, voici les paysages de cette épidémie. Alors, quelle est la conséquence de cela? Au point de vue diagnostique, l'épidémie s'est élargie dans le temps et dans l'espace. L'INRB, en tant que laboratoire de référence national de santé publique, il doit également réagir à cette épidémie. Alors, pour réagir à cette épidémie, ils doivent déployer le laboratoire. Et on a commencé avec un laboratoire le 2 août 2018 à Beni, que j'ai personnellement déployé. Ensuite, d'autres laboratoires se déploieront sur Goma pour protéger la ville, parce que c'est une grande ville avec un aéroport et un port, et une connexion avec le Rwanda, l'Ouganda et même le Burundi. Et ensuite, l'épidémie s'étend. Au fur et à mesure que l'épidémie s'étendra, les laboratoires suivront également les déploiements. Au final, nous aurons 13 laboratoires qui auront été déployés, que j'aurai eu la chance de gérer directement.
Et ce modèle et cette capacité, cette flexibilité de l'INRB de pouvoir se répliquer dans un temps très rapide pour répondre à l'épidémie restera un modèle, un classique du genre que pour les autres épidémies d'Ebola, notamment l'épidémie de 2020 à Bolomba, Ingende, Mbandaka, nous avons reproduit les laboratoires, nous les avons déployés selon la même philosophie. Plus tard, les épidémies de Covid, des Mpox et même l'actuelle épidémie de Bundibugyo, nous avons reproduit les mêmes modèles et nous l'avons si bien documenté dans cet article de Emerging Infectious Disease. Et ici, j'ai partagé les photos de ces laboratoires. Vous les voyez également dans d'autres présentations. Ça, c'est le laboratoire de Beni dans lequel je me trouve. Et depuis ce laboratoire, je vous parle. Vous pouvez voir derrière moi, à travers la baie vitrée, comment les manipulations se font dans ce laboratoire. Et c'est là que je suis. Nous l'avons principalement construit, personnellement construit en 2018 avec l'appui de l'OMS. Mais il y avait également d'autres laboratoires. Il y en avait 13 au total. Les moins avancés comme ceci, à droite à Mangina et à gauche le laboratoire de Biakato. Du coup, en faisant le diagnostic du laboratoire de cette manière, les modalités, le paradigme de déploiement des laboratoires lors des épidémies a beaucoup changé. La conséquence, c'est que les anciennes épidémies, telles que j'ai documentées ici à gauche, on avait une boîte à gants pour inactiver l'échantillon et puis un thermocycleur pour analyser. Ce qui fait qu'on faisait la surveillance et le diagnostic. Ça permettait d'isoler les patients, de suivre les contacts. Mais on confirmait les cas et on pouvait également décharger les cas. Mais les capacités opérationnelles de ces laboratoires étaient très faibles. Par conséquent, à la fin de chaque épidémie, on devrait démanteler ces laboratoires puisqu'il n'y allait pas y avoir des activités post-épidémiques et on avait besoin de redéploiement pour chaque nouvelle épidémie. Mais hélas, à la 10e épidémie, le paradigme va totalement changer. La doctrine va devenir nouvelle. Parce que, entre-temps, lors de cette épidémie, nous avons la chance d'avoir d'autres types d'outils, à part les outils point of care, qui sont les outils diagnostiques capables de fournir le diagnostic rapide en un temps record avec très peu de manipulations et l'interprétation est facile. On aura les GenExpert, on aura les BioFire et d'autres. Mais on aura aussi des point of care ou des instruments point of care pour l'hématologie, par exemple les Pixel, le Sysmex, pour la biochimie, par exemple le Piccolo, pour les gaz sanguins avec par exemple le iStart et aussi des tests rapides. Du coup, et on aura le séquençage génomique qui sera désormais présent dans toutes les épidémies. Et par conséquent, la doctrine même du laboratoire qui doit être déployé pendant les épidémies change, il évolue, il s'adapte à la nouvelle réalité. La nouvelle réalité, c'est que vous avez le diagnostic biologique moléculaire avec la PCR, GenExpert, BioFire ou autre. Vous avez le diagnostic le diagnostic d'hématologie avec les automates appropriés, de biochimie, de facteurs de coagulation et de gazométrie sanguine pour compléter le diagnostic afin de fournir aux cliniciens les éléments d'une prise en charge efficace. La conséquence est que désormais, le laboratoire des épidémies se déploie sur ce mode ici. Au cours de la 10e épidémie, beaucoup de révolutions. Il y a eu l'introduction pour la première fois des vaccins anti-Ebola. Lors de l'épidémie d'Afrique de l'Ouest, on les a introduits vers la fin, ils ont servi. Ici, je parle de la RDC, excusez-moi, je suis en RDC. Et c'est pour la première fois qu'on va utiliser ces vaccins à large échelle, notamment le vaccin de Merck, le Ervebo. C'est un vaccin vivant atténué, d'accord, qui provient d'un recombinant en fait du virus de la stomatite vésiculeuse. Et on va l'utiliser, d'accord, sur à peu près 300 000 personnes, plus de 265 000 personnes qui vont être vaccinées dans les régions affectées par l'épidémie. La conséquence, c'est que le vaccin va arrêter la chaîne de transmission et ça empêchera que la maladie puisse se répandre au-delà de ce que l'on a vu. On a eu plus de 3400 morts, mais ça aurait été 3400 cas au total, hein, avec plus de 1000 morts. Mais ça aurait été pire s'il n'y avait pas ce vaccin. Et ce vaccin donc a joué un rôle très important. Et désormais, un peu plus tard, il recevra l'approbation comme étant un vaccin utilisé en temps pour les épidémies d'Ebola Zaïre. Quoi qu'il y ait d'autres vaccins tels que les vaccins de Janssen, de Johnson & Johnson qui s'est donné en 2 doses, mais qui étaient plus utilisés pour la vaccination en ceinture afin d'assurer une protection géographique. Notamment, on l'a utilisé à Goma, une région qui n'avait pas de cas d'Ebola, pendant qu'on l'utilisait pour assurer une protection en ceinture. Mais à l'épicentre de l'épidémie, on utilisait le vaccin de Merck parce qu'il avait montré toute son efficacité, le Ervebo.
Les innovations vont s'étendre dans la thérapeutique. Depuis la découverte du virus en 1976, l'Ebola n'avait ni vaccin ni thérapeutique. Et pour la première fois, il y a 4 molécules qui vont être rendues disponibles, 3 anticorps monoclonaux, d'accord, le remdesivir, le ZMapp et les régénérants. Non, l'anticorps monoclonaux ZMapp, régénérant EMAP 114 et Banga, et il y aura un antiviral, c'est le remdesivir. Les détails, je les donne dans ma présentation sur mon cours sur Ebola, qui est également en ligne. Et ces molécules vont être testées en essai clinique, côte à côte, considérant les ZMapp comme étant le médicament ou le traitement de standard, de référence, et les 3 autres expérimentaux. Et cela a eu lieu grâce au leadership du professeur Muyembe, bien sûr accompagné du docteur Sabwe, qui à l'époque était au NIH, et docteur Olivier Chani, mais bien sûr avec la grande équipe du NIH que j'ai reproduite ici sur la photo, docteur Clifford Lane, docteur Rick Davey et aussi docteur Laurie Dodds, qui ont été les fers de lance, les acteurs, les leaders de cet essai clinique auquel on a participé. Quels sont les résultats de cette clinique? Nous avons trouvé que l'incidence cumulative des décès, d'accord, par rapport au traitement, diminuait fortement lorsque le MAP 114 et Banga et les régénérants étaient utilisés. Et donc, le MAP 114 et les régénérants étaient de ZMapp. Et lorsqu'on essaie de voir la clairance virale, l'élimination du virus après avoir reçu les traitements, on a vu même que les ZMapp, pour les ZMapp, les virus étaient éliminés au-delà de 25 jours. Mais et pour les remdesivir, les virus pouvaient rester même jusqu'au-delà de 25 jours. Par contre, pour les MAP 114 et les régénérants, les virus prenaient maximum autour de 2 semaines, ce qui fait qu'il avait un effet important. Et il y aura cette publication dans New England Journal sur ces thérapeutiques et au courant de la même année, l'approbation par la FDA du régénérant contre Ebola Zaïre. J'ai voulu partager cette photo pour souvenir. Ça, c'est l'équipe de la prise en charge avec professeur Muyembe, que vous reconnaissez ici sur son gilet chocolat. Il y a le professeur Sabwe en polo rouge et docteur Chani Olivier et les autres collègues qui, le 7 août 2018, sont arrivés à Beni pour administrer les thérapeutiques, notamment le Ebanga, le MAP 114. Et quelques jours après, à Mangina, ils ont administré ce médicament. Et il y a eu des guérisons spectaculaires. Les 2 personnes sur la photo ici, les 2 demoiselles, sont en fait les 2 premières personnes à avoir reçu la molécule Ebanga ou MAP 114. Ils étaient en coma, ils étaient KO. Et quelques jours après, elles étaient debout. Et ce sont les premières survivantes avec lesquelles nous avons pris cette photo en 2018 à Mangina. Et donc, autant d'innovations dans cette 10e épidémie qui finalement... elle a été riche en événements, en rebondissements. Un autre événement que je voulais partager les derniers, c'est le séquençage qui a été utilisé de manière active et en temps réel au courant de cette épidémie. Auparavant, au début de l'épidémie, ces échantillons étaient transportés jusqu'à Kinshasa, du terrain à l'est du pays, 2 heures de vol jusqu'à Kinshasa pour être séquencés. On rendait les résultats en temps réel. Mais avec le temps et progressivement, ces laboratoires de séquençage ont été déployés sur terrain et on a réduit le temps de rendu des résultats à 14 jours, ce qui était plus facile. Et ces décisions ou ces informations du séquençage nous permettaient de prendre des décisions de santé publique, orientées notamment les décisions notamment de la surveillance, les traçages, les listages des cas, des contacts et autres. Et on monitorait également l'efficacité face aux vaccins, aux thérapeutiques et autres. Et finalement, dans cet article de Nature Medicine, nous avons intégré ces séquences, la génomique, le séquençage génomique dans la riposte. Et dans les ripostes qui suivront après, avec SARS-CoV-2, avec Mpox, ça sera finalement un outil de routine jusqu'à présent dans toutes nos épidémies, mais c'est une innovation de la 10e épidémie. Après la 10e épidémie vient le groupe de 11e, 12e, 13e, 14e, 15e et 16e, 6 épidémies que moi j'appelle un continuum. Pourquoi un continuum? Je vais le montrer plus tard.
Nous avons d'abord 2020. À peine l'épidémie est en train de finir à l'est de la RDC, que Mbandaka, dans le nord-ouest, il y a une autre épidémie qui a été déclarée. Avec 130 cas, il y aura 55 morts. C'est beaucoup. Une létalité à 42% pour cette épidémie. En 2021, survient entre février et mai une épidémie à Biena et à Butembo avec 12 cas et 6 décès, donc une létalité de 50%. La même année, à 54 km de Beni, cette fois-là c'est de Butembo, c'est Beni, une autre épidémie survient en fin d'année 2021 avec 11 cas dont 9 décès, soit 80% de létalité. Et en 2022, on rentre à l'ouest, d'avril à juillet 2022, il y a une épidémie avec 5 cas de décès confirmés Ebola, mais il n'y aura aucun vivant, donc une létalité à 100%. Et entre août et décembre 2022, on détectera un seul cas confirmé, d'ailleurs ce sera un décès communautaire, quand nous l'avons testé, c'est 100% des décès. Et on reste de 2022 jusqu'à 2025, à peu près 3 ans silencieux, jusqu'à ce qu'en septembre 2025, une émergence des cas pareils survienne à Boulapé. Boulapé, on est au centre de la RDC, la région qui avait été initialement frappée par les épidémies 4 et 5 de la RDC, à Luebo et Mweka. C'est dans la même région que l'épidémie de Boulapé surviendra avec 64 cas, dont 45 décès, une létalité à 70%. Génétiquement, ce virus ne sera pas lié au virus des épidémies précédentes qui ont sévi dans cette région sur mon curseur, mais par contre, il sera lié au virus du Nord, ceux de Yambuku, Tandala, Ituri et Bazuele. Et on aura donc 6 épidémies de suite jusqu'à la dernière, l'année passée, et toutes ces épidémies s'inscriront dans les continuums. Pourquoi dans les continuums? La dia d'après le clarifie. Parce que toutes ces épidémies seront des épidémies à Ebola Zaïre, donc à ortho-Ebola zaïriense. Et comme vous pouvez le noter, les épidémies de Mbandaka, ce sera des spillover, ça veut dire une nouvelle introduction du virus, probablement à partir d'une espèce zoonotique. En 2020 en Mbandaka, en 2022 en Mbandaka, ça sera une nouvelle réintroduction, donc une introduction du virus, pas une réintroduction, mais une introduction du virus, un spillover, une nouvelle introduction du virus à partir d'un foyer zoonotique. Et effectivement, pour Boulap et aussi en 2025, l'année passée, il s'agissait d'une introduction du virus à partir d'un foyer zoonotique inconnu. Mais entre-temps, les autres épidémies, c'était les épidémies toujours à Ebola Zaïre, mais qui étaient des rechutes. Celle des Biena Butembo en 2021 était une rechute, donc une résurgence à partir d'un foyer persistant. Et il s'agira de la même chose pour l'épidémie de 2021 à Beni et 2022 encore à Beni. Donc toutes ces épidémies à Ebola Zaïre, 3 résurgences et 3 autres qui sont des nouvelles introductions des spillovers. Pourquoi ils sont un continuum de la 10e épidémie? Simplement, pas en termes épidémiologiques, simplement en termes de moyens de contre-mesure. On aura les mêmes outils diagnostiques. On va utiliser GenExpert. Le séquençage toujours présent est en train d'accompagner l'équipe. Et on aura le vaccin à notre disponibilité, le vaccin de Merck, le Ervebo. Et pour les thérapeutiques, on utilisera Ebanga, la molécule, le MAP 114, la molécule de Muyembe, la molécule de RDC. Et ce qui fait que ces épidémies s'inscrivent dans la continuité de ce qui a été fait lors de la 10e épidémie avec des réponses assez efficaces. Et ce sont ces épidémies qui seront contrôlées dans le temps. Et bon, c'est bien, c'est une bonne chose, on les a contrôlées. Et puis survient mai 2017, l'épidémie actuelle. Était-ce une épidémie de trop ou bien le cap, un cap vers des nouvelles orientations, un nouveau cap? C'est comme ça que je l'ai intitulé. Je ne sais pas si c'est l'épidémie de trop. Vous ferez votre opinion. Alors, les premiers échantillons viennent de Bunia et de Rwampara, Mongwalu et autres. Et la première séquence est publiée quelques jours après par l'équipe du professeur Mbala de l'INRB. On met en évidence ou alors on détecte le virus Ebola, mais la souche Bundibugyo. Mais cette souche Bundibugyo, elle est différente de celle qui a existé, qui a été détectée lors de l'épidémie de 2007 en Ouganda, ici en jaune, et lors de l'épidémie de
12 à Isiro. Donc il s'agit d'un nouveau Bundibugyo qui n'est pas du tout correspondant ou équivalent à celui de 2012 en Isiro ni de 2007 en Ouganda, mais il est apparu lui aussi suite à une nouvelle introduction, donc et un spillover. Et donc on a un nouveau variant. Mais alors quels sont les défis de cette épidémie? C'est ça la dernière partie de ma présentation. C'est d'abord le contexte situationnel. Je ne vais plus refaire le contexte situationnel ici parce que je vous ai donné les backgrounds. Mobilité de la population, densité élevée de la population, insécurité persistante dans la région, d'accord? Ça, ce sont les éléments factuels qui existent. En plus de cela, maintenant, on ajoute que c'est une nouvelle souche pour laquelle il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de thérapeutique, le diagnostic n'a pas beaucoup d'outils disponibles, il n'y a que très peu d'outils disponibles, et on devrait également observer le comportement du virus lui-même. Alors, aujourd'hui nous sommes le 4 juillet, c'est l'indépendance des États-Unis, bonne fête, mais c'est également l'anniversaire du laboratoire Rodolphe Mérieux de l'INRB-Goma, 6 ans exactement aujourd'hui. Mais alors, les données que je vous partage, c'est la présentation, je l'ai faite hier, donc ce sont les données du 1er juillet. Nous avons 1460 cas pour 452 décès et seulement 213 survivants, soit une létalité à 31%. Vous voyez que 1460, c'est à peu près la moitié des 3000 qu'on a obtenus lors de la 10e épidémie en 2 ans. Mais ici, en 1 mois et demi, on a déjà battu tous les records. Ça signifie que très rapidement, on pourra atteindre les 3000, mais dans un intervalle de temps très court. Ça signifie que la maladie se répand très vite et que les mesures de contrôle jusque-là n'ont pas été assez efficaces. Bien sûr, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de thérapeutique et donc il faudra faire avec. Et cette épidémie donc survient sur une région qui avait déjà été affectée de 2018 à 2020 avec contexte sécuritaire connu. Au Nord Kivu, vous savez ce qui se passe. En Ituri, vous savez ce qui se passe. Et les groupes armés, insécurité. Et cette épidémie a atteint le Nord Kivu au centre, l'Ituri au nord, le Sud Kivu au sud. Mais pas seulement ça, parce que maintenant il y a des cas au Haut-Ouélé, mais aussi à Chopo. Et bien sûr, un cas international en France à ce jour. Nous sommes le 4 juillet. Et regardez la portée et l'étendue de ces cas sur ces territoires de l'Est de la RDC. Ce qui donne un défi incroyable en termes de logistique, en termes de contrôle, de l'implémentation des contre-mesures à cause de l'étendue géographique, la diversité de la zone, la complexité des éléments à prendre en compte. Et bien sûr, les ressources humaines. L'oncle Trump a coupé le robinet. Tous les ONG ou la plupart n'ont plus du tout d'argent comme avant. Parce que tonton Trump donnait, maintenant il ne donne plus. Ça signifie qu'on doit penser la riposte autrement avec peu de moyens qu'à la 10e. Surajoutant le manque de vaccins et de thérapeutiques efficaces. Donc nous sommes morts. Voilà pourquoi c'est très important de considérer les différents défis. Du point de vue séquençage génomique ou génétique, on monitore l'évolution du virus où on note quelques mutations au niveau des nucléotides et au niveau des acides aminés, notamment sur la GP, la polymérase, la nucléoprotéine, la VP24, la VP30, etc. Mais il faudra évaluer les conséquences cliniques et épidémiologiques de ces différents changements et c'est ça que l'équipe de l'INRB fait avec brio, mais c'est quelque chose qui est en cours. L'autre défi, c'est le diagnostic. Contrairement aux 7 autres épidémies, depuis la 9e pratiquement jusqu'à la 16e épidémie, nous avons utilisé un seul outil diagnostique qui était le GenExpert, qui était facile à utiliser et il y en avait un peu partout à cause de la grande épidémie de 2018 à 2020 et c'était devenu carrément le standard de cette épidémie. Cependant, le GenExpert n'avait pas encore, au moment du début de cette épidémie, fait des cartouches pour Ebola Bundibugyo. Du coup, le diagnostic va se baser sur une PCR standard classique avec toute sa durée et toute sa technicalité. Et donc, ceci pose un souci particulier en termes de durée, de rendu des résultats, mais aussi d'efficacité. Avec des kits tels que Altona Philoscreen 1.0 qui peut screener, détecter les virus Bundibugyo sans pour autant, par exemple, les différencier. Le Altona 2.0, lui,
peut détecter et différencier. Mais après, il est un peu plus complexe à mettre en œuvre. Il est également disponible, mais il vous fera moins de tests que par exemple le 1.0. À part ça, les équipes de l'INRB utilisent également le Ready One, d'accord, qui appartient à la firme KH de Séoul en Corée du Sud, avec plusieurs types de machines. Il y a ceux qui sont capables de pouvoir détecter le virus Bundibugyo, par exemple le kit RV003. Il y a ceux qui peuvent faire le génotypage d'Ebola et des Marburg, c'est le kit RP038 qui lui peut détecter et faire les génotypages. Mais il y a aussi les Ready One avec le RP033 qui lui peut détecter mais ne peut pas faire des différenciations. Et par conséquent, vous avez ces outils qui ne sont pas encore validés mais qui sont en pleine évaluation, qui doivent être utilisés sur la ligne de front. Évidemment, ça complique les diagnostics à cause des éventuels doutes sur les ratés, les faux négatifs, les faux positifs, etc. Il y a également le panel BioFire des biomérieux, voilà, qui également peut être utilisé. Lui fait le screening, il détecte, mais il ne fait pas la différence. Un autre défi, c'est que sur cette épidémie, il n'y a pas de vaccin. J'ai partagé ce lien, d'accord, ce blog, avec 3 vaccins, candidats vaccins qui doivent être développés. Celui de IAVI, d'accord, qui a reçu les fonds des CEPI pour faire un RSV Bundibugyo. C'est maintenant qu'ils y travaillent. Ça va prendre du temps, va être disponible. Celui de Oxford, le Chimp Adeno 26 Bundibugyo, d'accord, qui est en cours de développement, grâce également au financement des CEPI, mais également Moderna qui a reçu les fonds pour nous faire un vaccin sur la plateforme d'ARN messager, mais c'est un vaccin qui va prendre du temps à arriver. Dans l'entretemps, on posera la même question, j'ai répondu dans les cours d'Ebola. Mais il y avait un vaccin contre Ebola qu'on a vanté ici, mais il n'est pas efficace. Mais non, pour l'instant, ce vaccin était pour Ebola Zaïre. On a changé de pays, j'allais dire, bon, c'est pas Ouganda, mais c'est Ebola Bundibugyo, c'est une autre souche. Et donc, le vaccin RVBO, le vaccin de Merck ou de MSD, n'est plus du tout, ou n'a pas été prouvé. Jusque-là, n'a pas prouvé d'efficacité sur la souche Bundibugyo. Il faudra des études, il faudra l'essayer. Mais pour le moment, la protection croisée, on ne la connaît pas. Et il faudra étudier et mettre cela en place. Pour l'instant, donc, pas de vaccin. Voici donc la difficulté. Pour le traitement, c'est clair, 0 traitement. Heureusement qu'il y a 3 jours, la RDC, avec ses différents partenaires, ils ont mis en place un essai clinique avec le nom d'essai clinique, c'est Partners. Ça signifie Platform Adaptative Randomized Trial for New and Repurposed Filovirus Treatment. Et donc cet essai va évaluer l'efficacité, d'accord, des 2 molécules. Un anticorps monoclonal, le MBP134 de MAB Biopharmaceutical aux États-Unis, et comparé au Remdesivir qui avait déjà été utilisé lors de l'épidémie d'Ebola Zaïre sans efficacité attendue. Et donc ici, dans cet essai clinique, on va essayer de les évaluer seuls ou en combinaison. Mais il y en a d'autres, je les mentionne dans mon cours Ebola, par exemple le Maftivimab, etc. Mais en prophylaxie, il y a aussi un bon candidat antiviral oral, le Obeldesivir, mais il n'a pas encore fait les preuves. On pense qu'on peut les donner sur les contacts des cas confirmés, seulement sur les contacts, pour prévenir la propagation de la maladie. Mais évidemment, il faut faire un bon listage de contacts, un bon suivi des contacts pour cela. Alors, j'ai fini ma présentation. Maintenant, voici le panorama, c'est ça le titre, de toutes les épidémies d'Ebola en RDC. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, sur les 17 épidémies, 13 sont survenues dans la partie nord, autour de l'équateur à peu près, et dans la région forestière. Celle de Ambuku, Tandala, voilà, celle de Bikoro, Mbandaka 2020-2022, celle de Boende en 2014, Elikati en 2017, Beni 2018, 2021, 2021, 2022, c'est correct. Et évidemment, les 2 épidémies, que ce soit Bundibugyo de 2012 à Isiro ou l'actuel à Bunia, Rwampara et autres, qui a atteint toute la bande est de notre frontière dans sa partie nord, sont les épidémies qui sont survenues dans la partie nord autour de l'équateur. Il reste 4 épidémies qui ne sont pas dans cette région forestière, mais qui sont plutôt dans une région peu forestière, mais un peu plus de savane et moins boisée. C'est l'épidémie de Kikwit,
de Mweka, Luebo, mais évidemment l'épidémie de Boulapé. Voici le panorama de toutes ces études. Avec en titre la question Ebola, est-ce que c'est une richesse ou c'est un malheur? Je n'ai pas de réponse. C'est une question que je vous pose. Mais je vous fais remarquer deux choses, ou même trois. La première chose, je vous ai fait remarquer qu'on a eu des thérapeutiques, on a eu des vaccins, on a eu des diagnostics, des outils diagnostiques laboratoires évalués performants pour les autres épidémies, notamment l'épidémie d'Ebola Zaïre. Alors, devrions-nous considérer que Ebola, c'est un malheur ou c'est une richesse? Je vous pose la question. Mais seulement, cette dia, c'est notre quartier général, l'INRB à Kinshasa, le P3 de l'INRB, construit grâce à la collaboration avec le Japon, le leadership du professeur Muyembe, qui a obtenu, bien sûr avec ses collaborateurs, la construction de ce laboratoire P3 par le gouvernement japonais. Ça, c'est au décours d'une maladie ou des urgences Ebola qu'on a jugé de la nécessité de doter l'INRB d'un tel outil. À vous de me dire si Ebola c'était un malheur ou pas. Et j'ai mis un fait. Voici le laboratoire P3 de Goma, l'INRB, donné par la Fondation Mérieux et l'USAID. Au cours de l'épidémie de 2018 à 2020 dans l'Est de la RDC, il a été donné au professeur Muyembe qui, à son tour, l'a donné au Nord Kivu, mais l'INRB, et il assure également le diagnostic. Maintenant, on a eu de telles infrastructures, en plus de l'expérience clinique, thérapeutique, vaccinale, laboratoire et des tas de données non mesurables, non quantifiables pour l'humanité. La question demeure, Ebola est-ce une richesse ou alors un malheur? Chacun répondra, philosophera de cette manière. Je voudrais finir cette présentation avec cette diapositive où je présente le découvreur, co-découvreur si vous voulez, mais nous on sait que c'est découvreur, de la maladie à virus Ebola, professeur Jean-Jacques Muyembe Mwalimu Daktari Mheshimiwa, voilà, qui depuis 50 ans lutte contre Ebola, qu'il a découverte en 1976. Aujourd'hui, nous sommes en 2026, ça va faire exactement 50 ans, un demi-siècle que le virus Ebola a été découvert et qu'il y a quelqu'un qui se bat contre cela à travers ses travaux, à travers ses activités pendant un demi-siècle. Et j'ai jugé bon de pouvoir l'honorer sur cette diapositive qui en fait montre juste quelques éléments. Mais en fait, c'était pour honorer la mémoire des gars qui ont vécu et qui vivent et qui ont donné leur vie, leur sang, leur humanité, leur intelligence à la science et notamment dans la lutte contre Ebola. Professeur Muyembe, avec toute notre gratitude et notre humilité, sur cette diapositive, nous avons voulu vous honorer dans cette présentation. Voilà, j'ai fini ma présentation. Vous la retrouverez bien sûr et vous êtes en train de la voir puisque vous êtes sur ma page, ma chaîne YouTube, et je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez aimé, apprécié la présentation. Laissez-nous vos remarques, vos observations, vos suggestions dans les commentaires. En attendant, nous, on est en épidémie et il y a épidémie d'Ebola et nous sommes en épidémie en train de riposter et nous espérons que nous vaincrons grâce à Dieu avec l'implication de tout le monde et l'appui bien sûr de toute la communauté internationale, des partenaires, sans oublier l'engagement communautaire, le socle à une bonne réussite. Merci pour votre attention. Bye.